Hello, hello! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que je vais écouter. Ouais, je crois que j'ai le retour est bon. Salut Gouze, salut Hardware, salut René, salut Laurent, comment vous allez? Eh ben écoutez, moi je vais bien, tranquille. Ah, Dokkan Max, c'est mon fils là. Dokkan Max, il est là. Et il est là, pourquoi? Parce que je vais parler de lui dans 2 petites minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, bah écoutez, c'est le début d'une nouvelle semaine. On démarre tranquillement, c'est le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais, mais moi je l'ai tous les lundis, donc ça c'est quand même parfait. Donc j'espère que de votre côté aussi, vous y allez tranquillement en ce début de semaine, que vous allez quand même pas vous brutaliser et puis vous blesser, on va dire, au travail. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va commencer tranquillement. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde encore. Attends, je regarde. Ouais. Bah écoutez, les autres vont nous rejoindre patiemment, tranquillement. Parce que, comme je le dis toujours, je sais que je stream sur un créneau qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, je stream le lundi. Pourquoi? Parce que c'est un jour où je ne travaille pas. Donc, ça me permet de pouvoir streamer confortablement, on va dire. Hey, salut! Alors, comme Workio, ça, j'aime bien parce que c'est comme Workio, derrière, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez. C'est la première fois qu'il arrive, mais normalement, d'habitude, tu arrives avec ton compte normal, non? Me semble-t-il. Tu arrives avec le compte d'entreprise, Idriss? Donc c'est Idriss Neumann, normalement, derrière ce compte Comwork. Exactement, Laurent, c'est Idriss. Donc Idriss, il arrive derrière son compte d'entreprise. Donc, écoute, d'ailleurs, en parlant de ça, allez voir le live qui a été fait sur Twitch avec Idriss et OVH. C'était la semaine dernière, je me souviens plus exactement quel jour. Ah, je croyais que tu avais un compte, personnel, Idriss, me semble-t-il. Mais
J'ai peut-être tout mélangé dans ma tête, c'est possible. Donc comme je le disais, allez voir le live, le replay du live Twitch qui a été fait avec OVH et Idriss. Idriss qui a présenté sa solution de Comwork.io, là pour le coup, qui était un live qui était super intéressant. J'ai trouvé déjà la solution que vous proposiez super intéressante, plutôt bien léchée. J'ai trouvé l'interface vraiment sympa. Et donc, c'était cool. Donc, allez voir ce replay. Je pense que si vous êtes intéressé par tout ce qui est IoT et tout ce qui est plateforme derrière l'IoT, etc., vous allez en apprendre pas mal et je pense que ça peut vous intéresser. En tout cas, Idriss, j'ai trouvé ton live vraiment super intéressant. La solution, je la trouve vraiment chouette. On voit que c'est déjà relativement mature, donc c'est cool. Salut Nida, comment ça va? Tout le monde arrive tranquillement. Donc je disais juste avant de drifter légèrement sur Idriss, ici présent. Écoute, moi ça va, merci Nida. Donc je disais, oui, pourquoi je fais ce Twitch le lundi? Parce que le lundi, comme je disais, je ne travaille pas. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le préparer le matin. Je le fais le midi parce que l'après-midi, j'ai parfois des choses à faire, etc. Et puis le soir, il y a des gens qui streament déjà. Moi, j'ai pas trop de temps le soir. Je veux quand même passer un petit peu de temps avec ma compagne, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le créneau du lundi midi. Donc je sais que pour tout le monde, c'est pas forcément un créneau évident, notamment je pense à Emile aussi, Emile qui me dit à chaque fois ah, tu fais ton stream toujours sur un créneau qui est pas facile pour moi parce que je bosse. Oui, je comprends. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas des centaines sur ce stream, mais on est bien tous ensemble. Hey, salut Fred, comment ça va? Donc on va commencer tranquillou fifou. Et comme il y a mon fils ici présent, je voulais vous montrer un petit truc. Où est-ce que c'est? On va mettre ça. Déjà, je vais me mettre en full screen. Toc, je vais vous partager ça. Donc, mon couillon de fils, j'ai découvert donc il y a 2 jours, que mon couillon de fils ici présent a créé un compte sur TikTok qui cartonne, vraiment, pour ainsi dire. Alors, on voit qu'il a déjà quasiment 35 000 abonnés. C'est Daily Furet Walk. Et donc le principe, il est très simple. Il a déjà créé plusieurs comptes un peu de ce même style. Voilà. Et donc c'est le petit furet de Pokémon noir et blanc. Maxime, tu me corriges si je me trompe. Qui se promène tous les jours sur quelque part dans le monde, soit sur un monument, soit sur une montagne ou n'importe quoi. Donc, tous les jours, il y a une petite animation qui arrive avec un petit furet sur la musique du furet de Pokémon noir et blanc. Et voilà. Et donc j'ai découvert ça et c'est un compte qui cartonne. Alors franchement, et sans déconner, oui Nida, influenceur, mais moi à côté, qui suis-je avec mes quelques milliers d'abonnés sur Twitter? Franchement, pourquoi se faire chier et préparer des émissions alors qu'il suffit de faire marcher un petit furet? Ah là là, sacré Maxime. Non, moi je trouve ça rigolo. Et le pire, c'est qu'une fois que vous en avez écouté un, vous avez la musique dans la tête toute la journée. C'est juste l'enfer. Alors je sais qu'il y a quelques amateurs et amatrices de Pokémon. Je pense notamment à Aurélie Vache. Aurélie, si tu vois ça, forcément tu vas reconnaître. Et, à mon avis, tu vas kiffer. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que franchement j'ai découvert ça tout à fait par hasard là, au début du week-end et donc il en a plein, il y a plein de vidéos où tu as les furets qui marchent. Prenons, tiens, hop, on va prendre le furet qui marche, voilà ici. Voilà. C'est terrible, cette petite musique vous reste dans la tête toute la journée. Voilà. Tu as peur des TikTok de mes autres enfants? Non, je crois que c'est le seul de la famille qui fait ce genre de truc. Mais bon, mon fils est un peu dingo parce que il a créé déjà sur Twitter, alors sur Massy. Maxime, si je peux me permettre, je vais révéler le poteau rose, le fameux. Hop, je vais vous l'afficher ici, le fameux Daily Jean-Claude. Donc Daily Jean-Claude,
c'est le compte d'un arbre à Massy, d'un arbre qui est pas très loin du centre commercial, qui est toujours décoré. Donc il l'a appelé Jean-Claude Larbre. Et donc il a créé un compte pour Jean-Claude Larbre. Et donc Jean-Claude Larbre poste régulièrement des photos. Bon là ça fait un petit moment qu'il n'en a pas posté, mais à un moment donné il postait régulièrement des photos. Et donc il y a les Massicquois qui se disaient mais qu'est-ce que c'est que cette ville où il y a un arbre qui a un compte Twitter, mais qui est derrière. Donc c'est mon fils, voilà, je révèle le poteau rose. Bref, donc passons sur les bêtises de mon fiston. Là, ça reviendra, ouais, il va refaire des photos, Jean-Claude. Ok. Donc, Fred, toi, tu dis la musique en réveil le matin, ouais. Titi, tu dis je vais faire une émission rien qu'avec ça, ouais. Donc, bah, bref. Donc je sais pas. Donc moi, je vois que mon fils, il a déjà 35 000 abonnés sur TikTok avec son truc. Un tiré, du coup, ça rappelle, il suffit qu'il y ait une vidéo qui cartonne et tout d'un coup, ça explose. Donc Titi Moby essaye présent. Une fois a fait une vidéo au début, il s'est mis sur TikTok. Il a fait une vidéo, je crois que c'était ta première vidéo, sur le Flipper Zero. Et tout d'un coup, boum, la vidéo, elle a super bien marché, elle a explosé. Tu as eu je sais pas combien de millions de vues, enfin un truc de malade. Donc il suffit que tout d'un coup la vidéo arrive au bon moment, ça fait 6 millions de vues. 6 millions de vues pour la vidéo de je sais plus combien, 15 ou 30 secondes où tu montres juste le Flipper Zero qui ouvre un truc. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Alors que nous, on fait des petits posts là, sur Twitter, on arrive à avoir 10 likes par-ci par-là, alors que des fois, on se défonce à rechercher quelque chose. Mais c'est quand même dingue, c'est fou. Mais où va-t-on, ma bonne dame? Bref. Ouais, TikTok, difficile de comprendre les effets de boom. Ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, Nida, parce que j'ai eu cette discussion, je sais plus, avec quelqu'un la semaine dernière, je sais plus qui à vrai dire. Et en fait, l'algorithme de TikTok est un peu plus il ratisse un petit peu plus large de ce que j'en comprends que par exemple les algos de Twitter, Instagram, etc. Donc de temps en temps, ça permet à des comptes qui n'ont pas de vues ou quasiment inconnus, tout d'un coup, de percer sur une vidéo qui va être mise en avant pour je ne sais quelle raison. Par exemple, prenons la vidéo de Thierry. Des vidéos sur le Flipper Zero, il y en a pas mal, mais pourquoi celle-ci, tout d'un coup, elle est arrivée, elle a marché, elle a complètement explosé, c'est difficile à dire. Donc honnêtement, je sais pas. Bon, moi je suis pas sur TikTok pour différentes raisons. J'ai pas encore sauté le pas. Je trouve le format intéressant de pouvoir faire des petites vidéos, notamment on peut faire des vidéos tech comme ça qui vont durer 30 secondes, 45 secondes, 1 minute 30. Ouais, mais c'est parce que tu es très talentueux, Titi. Mais bien sûr, évidemment, je ne te retire pas le talent que tu as, évidemment. Mais arriver comme ça sur ce nouvel espace et tout d'un coup, pouf, ça explose, c'est quand même fou. Et donc, j'en discutais avec quelqu'un la semaine dernière qui me disait ça, qui me disait l'algorithme ratisse un peu plus large et parfois, on arrive peut-être plus facilement à percer peut-être sur TikTok. Voilà. Et donc, je disais que je trouve le format intéressant parce qu'on peut faire des vidéos d'1 minute, 1 minute 30 sur un sujet bien précis. Le fait que ce soit en durée limitée, ça nécessite d'être un petit peu concis, puis de faire quelque chose parfois qui peut être percutant, qui peut être aussi amusant, avec de l'humour ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a par exemple le blogueur Corben qui est sur TikTok depuis un moment, et j'ai vu quelques vidéos de sa part, et je trouve que parfois c'est intéressant parce qu'il parle assez régulièrement d'IA par exemple sur ces sujets, et je trouve que le format est intéressant, voilà, pour faire passer un message, pour passer une chose comme ça. Voilà, c'est... Ah, la webcam saccade. Ça saccade la webcam, non? Dites-moi. Pourtant, normalement, j'ai pas de... Je ne vois pas de problème. Dites-moi s'il y a des problèmes de son. Ah, ça saccade. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Puis je vais fermer ça. Hop, boum. Je sais pas pourquoi. J'ai de temps en temps là... De temps en temps, j'ai des soucis là depuis un petit moment. Je me demande si j'ai pas un problème avec OBS. Pourtant, mon débit est bon. Bon, bref. Vous me direz si ça revient. La semaine dernière, j'avais ce problème. Je pensais l'avoir résolu parce que j'avais un petit problème avec la résolution de la webcam qui était pas la bonne. Mais charge CPU, pourtant, le CPU, il fait pas des masses de choses, hein. C'est assez bizarre. Ouais, bon, la machine elle est un peu chargée, mais sans plus quoi. Ouais, je ne fais que streamer, je ne fais pas grand chose de plus que d'habitude.
Bon, ouais, c'est encodage logiciel, hein, tu sais, moi j'ai un laptop qui fait pas d'encodage matériel, donc, mais depuis le début, depuis que je strip, c'est la même machine, donc y a pas de raison. Il y a un truc qui a dû changer quelque part à un moment donné, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. C'est assez mystérieux. Pourtant, je suis raccordé en Ethernet, tout ça. Mon débit est bon. Je ne comprends pas. Bon, bah, il va falloir que j'enquête encore un peu plus. Bien. Bah, on va passer quand même, après toutes ces tergiversations autour de TikTok et tout ça, bah, on va passer aux actus. Allons-y, allons-y. Alors, déjà, dans les actus, sachez que cette semaine, je vais à Sonytech. Voilà, je vous l'affiche là. Je vais à Sonytech, j'y vais donc à partir de mercredi après-midi, puisque le mercredi soir, c'est le dîner des speakers. Je vais y donner un talk. Hop, c'est jeudi. Je vais y donner un talk jeudi. Alors, attends, je n'ai pas cliqué sur le bon lien. Voilà, c'est schedule, ça va mieux marcher. Voilà. Ici, donc avec Romain Berton, je vais y donner un talk sur l'AGC, sur l'ordinateur qui a amené l'humanité sur la Lune. Oui, 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 Frédéric, monsieur se balade, je me balade encore à Sonytech. Et 2 semaines après, je vais aller me promener à Riviera Dev, donc à Sophia Antipolis. Donc, je vous avais déjà parlé donc, de ce talk. Donc là, je pense qu'on est prêt, on est dans les starting blocks, on a bien bossé avec Romain, ça va être super chouette. Et hier, j'ai été contacté par l'orga de Sonytech. Oui, alors oui, on va très probablement la proposer à Devox, etc. On l'a déjà soumise, Idriss, à d'autres confs. Donc voilà. Donc on attend maintenant le retour de certains CFP et dès que Devox sera ouvert, bien évidemment, on va la soumettre à Devox. Donc on verra si on est retenu. Donc voilà, donc là on est dans les starting blocks, on est prêt. Et donc comme je disais, hier j'ai été contacté par l'organisation de Sonytech parce qu'il y a un créneau qui s'est libéré, un speaker qui n'a pas pu être là. Et donc je vais donner un second talk. Hop, c'est ici que ça se passe. Le vendredi à 11h20. Et je vais donner le talk que j'ai donné au camping des speakers, créer sa propre machine virtuelle avec compilation JIT pour les nuls. Donc ça c'est cool, donc je vais donner 2 talks à Sonytech, ça c'est plutôt pas mal. Et puis ce talk là ce sera la deuxième édition, donc j'aurai corrigé deux, trois petites choses, donc c'est plutôt sympa. Je suis bien content qu'ils aient pensé à moi pour pouvoir le faire. Donc voilà, ça permet de pouvoir roder un petit peu plus ce talk et puis que je donnerai aussi à Volcamp, et j'attends encore d'autres aussi, d'autres retours de CFP. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà pour mon actu à moi. Pour l'actu suivante, oui, d'ailleurs en parlant des talks, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté sur les réseaux sociaux, puisque souvent on me demande est-ce que mes slides sont disponibles et tout. Donc j'ai pris mes 2 derniers talks, donc ressuscitons les ordinosaures et créer sa propre VM avec compilation de JIT pour les nuls. Donc je les ai mis sur mon site web, hein, sur mon blog, donc qui, je le rappelle, c'est emaxild.net. Donc vous pouvez retrouver les talks ici avec l'abstract, avec le talk où est-ce qu'il a été donné, les liens vers les vidéos s'il a été filmé, et les slides qui sont disponibles directement aussi sur mon site. Donc vous pouvez retrouver les slides. Alors évidemment, vous n'avez pas la bande son, puisque sauf si vous regardez ce qui a été enregistré. Pour le talk sur la machine virtuelle et tout ça, comme il n'a pas encore été enregistré, bah évidemment, pour l'instant, je n'ai pas encore de lien. Peut-être qu'il sera enregistré à Sonytech. Donc à ce moment-là, ça permettra d'avoir, pour celles et ceux qui veulent voir les slides, d'avoir aussi la bande-son de ce que je raconte par-dessus. Donc c'est cool. Voilà. Donc une locomotive, ah ouais, plus de YouTube Money, locomotive, une star montante, ah ouais, si seulement. Voilà, donc ça saccade toujours chez vous ou pas? Dites-moi si ça saccade toujours, j'aimerais bien savoir. Je comprends pas pourquoi ma machine est chargée comme ça. Ça doit venir d'OBS qui consomme plus qu'avant, parce que avant j'avais pas ce problème.
Je comprends pas trop. Pourtant, ici, le retour que j'ai, en tout cas, le retour que j'ai est bien, me semble bien. Alors, ça doit être... je sais pas, je vais enquêter. C'est mieux. Bon, bah, c'est déjà ça. J'ai fermé une fenêtre. C'était le retour dans un navigateur Chromium, le retour de Twitch, justement. Mais bon. Quand je focus sur une page, ça saccade pas. Ouais, bah, parce que comme ça bouge moins, il y a moins d'encodage, etc. Donc, par contre, quand il y a la webcam, forcément, ça doit saccader un petit peu plus. Saccager, n'importe quoi. Je dois favoriser le débit pour le stream. Oui, oui, bah, c'est pourtant c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, j'ai pas changé de conf depuis des mois. Mais depuis les dernières mises à jour d'OBS, il y a dû y avoir quelque chose qui a changé. Donc, faut que j'enquête. Bon, bref. Pourtant, j'ai une bonne connexion ici, hein, gigabit et tout, ça dépote. Bref. Bref. Bah, je voulais parler de ça, des confs, tout ça. Et donc, on va passer directement sur l'actualité. Donc, évidemment, comme toutes les semaines, c'est le sujet hebdomadaire, donc l'Animal Inbox qui revient tout le temps. Donc, c'est la sortie, cette fois-ci, officielle du noyau Linux 6.4. Pump it up. Ouh. Donc, le noyau Linux 6.4 qui vient de sortir. Bah, comme je disais les semaines précédentes, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette version. Je vais peut-être zoomer un petit peu là-dessus. Peut-être que c'est plus ça. Voilà. Donc Linus qui dit bah voilà, la version 6.4 est disponible, quelques fixes sur NetFilter, quelques revert qui ont été faits sur le Memory Manager, donc tout ce qui gère les pages mémoire, etc. Mais sinon globalement pas de grosse révolution. C'est vraiment une version intermédiaire qui apporte pas plus que ça. Il y a quelques petits ajouts qui sont faits au niveau de l'architecture RISC-V, mais ça j'en avais déjà parlé. Quelques ajouts sur du nouveau support de hardware, des améliorations de performance sur le I/O Uring. Donc I/O Uring, c'est ce qui permet de pouvoir faire des I/O asynchrones. C'est très utilisé notamment dans les hyperviseurs de virtualisation, et donc qui permet aussi de pouvoir cette fois-ci enquiller des écritures et des lectures en même temps de façon asynchrone. Donc on devrait avoir quelques améliorations de perf qui ne devraient pas forcément être super notables, mais quelques améliorations de perf sur tout ce qui est demande des I/O et notamment des I/O intensives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, bah voilà, je vous en ai déjà pas parlé toutes les semaines précédentes. Ce noyau, il est pas fou, quoi. C'est plutôt une version intermédiaire qui consolide et stabilise pas mal de choses. Et voilà. Donc il arrivera, je pense, potentiellement dans certaines distributions, vu que c'est pas une version LTS. Il est fort peu probable que les distributions se délivrent directement avec le noyau 6.4. Ce sera probablement un noyau disponible en version intermédiaire, mais voilà, peut-être par exemple, une Ubuntu peut fournir ce genre de noyau, mais sur une version qui n'est pas LTS. Voilà. La dernière version LTS, je le rappelle, donc c'était la 6.1 de mémoire. 6.1 ou 6.3 ? Je ne sais plus, 6.1 je crois. C'était 6.1. Je me perds avec toutes ces versions. Donc voilà, donc le noyau, pas grand chose à dire. La news, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et LinkedIn. C'est la sortie de la version 8 de Proxmox Virtual Environment. Alors, j'avais dit que ça allait arriver. Debian 12 étant sorti le 10 juin dernier, vous savez que PVE, Proxmox Virtual Environment, est mappé sur les versions stables de la Debian. Donc je disais que c'était qu'une question de jour ou une question de semaine, et en effet la semaine dernière la version 8 de PVE est sortie. Dans cette version il y a évidemment des améliorations, certaines qui sont des améliorations notables, certaines qui sont des améliorations d'UI. Je pense notamment au Dark Mode, le Dark Mode qui a été introduit par la version, je ne sais plus, 7.4 ou 7.2 quelque chose de Proxmox, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, c'était la version 7. Quelque chose. Le Dark Mode qui je trouve est pas très joli. En tout cas, moi j'ai du mal à adhérer à ce Dark Mode-là. Alors, j'utilise le Dark Mode sur ma machine. J'ai beaucoup d'IHM qui sont en mode sombre, mais pas toutes.
parce que je trouve qu'il y a certaines UI qui sont plus intéressantes en mode light. Et là, le dark mode de Proxmox a été fourni, donc c'est bien, c'était déjà une avancée. Il a eu quelques corrections. Et là, il a eu encore des évolutions cosmétiques, donc il est plus agréable à l'œil, plus agréable à utiliser. Mais moi, je reste toujours attaché au light mode, peut-être parce que j'ai l'habitude depuis des années que j'utilise cette solution. Après, dans les choses qui ont été délivrées, bah, effectivement, mise à jour de Ceph. Il y a, qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Oui, ça c'est intéressant, le Secure Lockout pour l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une attaque qui est faite par force brute et avec beaucoup de tests qui sont faits sur un compte avec le 2FA, etc., on peut avoir la possibilité d'auto-verrouiller le compte si, justement pour éviter un accès, que quelqu'un ait un accès complet à un compte administrateur de l'hyperviseur. Voilà, il y a le changement aussi du type de virtual CPU par défaut qui a été fait, puisque depuis longtemps c'était l'équivalent d'un Pentium 4 sans extension qui était proposé comme CPU par défaut. Moi, j'avais pas ce problème parce que le plus souvent, j'utilise un CPU de type host. Donc, comme ça permet de faire du pass-through directement sur le CPU. Mais dans certains cas, beaucoup de personnes ont tendance à laisser le virtual CPU par défaut. Et donc, on perd certaines caractéristiques, notamment certaines extensions de type les extensions AES, SSE4 et tout ça, tout ça. Donc, bon, il y avait pas mal de choses et depuis longtemps, c'était une demande de faire évoluer le virtual CPU par défaut. Voilà. Bon, après, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, corrigées, quelques petites évolutions au niveau de l'UI, mais vraiment de l'UI en tant que, par exemple, la gestion des réseaux. Qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, sinon, on reste en terrain inconnu, hein, il n'y a pas eu de grosses révolutions. Pas de grosses révolutions sur cette version, parce que, bon, en fait, au final, on peut considérer souvent que, comme les versions majeures de Proxmox étant mappées sur la version majeure de Debian, souvent, le passage, si vous êtes à jour sur la version majeure -1, quand vous passez à la version majeure N, souvent il n'y a pas de très très grosse évolution. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai installé ça déjà sur un nœud de test. J'ai fait un upgrade depuis la version 7 qui s'est très bien passé. Ensuite, j'ai fait une réinstall complète fraîche depuis l'ISO de la version 8. On peut noter pour l'installeur qu'ils fournissent aussi maintenant un installeur en mode texte qui a été écrit en Rust d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est plutôt pas mal pour les gens qui ne veulent pas forcément lancer une interface graphique mais avoir un truc un petit peu plus light. Sinon, que dire d'autre? Tout s'est bien passé. Le seul truc où j'ai été surpris, c'est moi j'utilise Fail2Ban justement pour bannir les connexions SSH, notamment de gens qui essayent de rentrer sur ma machine et de faire des attaques, tester des mots de passe et tout. Et Fail2Ban par défaut, il fonctionnait pas parce que comme la Debian évolue de plus en plus vers systemd, comme beaucoup de distributions, en fait, il ne trouvait pas le fichier /var/log/host. Du coup, Fail2Ban disait bon, je trouve pas le fichier, je m'arrête. Et en fait, effectivement, il faut le dire que le backend dans lequel il va chercher les tentatives de connexion, c'est systemd et non plus par défaut, il a un autodetect, mais l'autodetect semblait ne pas fonctionner comme il fallait. Donc voilà, j'ai juste changé le backend dans jail.conf à systemd et ça s'est remis à fonctionner magiquement. Donc c'est le seul truc vraiment notable que j'ai pu observer en passant à la version 8, mais j'ai pas encore effectué beaucoup de tests. J'en ferai dans les prochaines semaines et je vous donnerai mes feedbacks si jamais il y a des choses qui ressortent, des choses notables qui ressortent. Voilà. Pour l'instant, j'attends que ça mature comme Debian, comme Proxmox habituellement. Il faut attendre quelques jours, quelques semaines que ça mature. Il va y avoir quelques mises à jour de paquets. Je pense qu'il faut toujours attendre la petite version mineure suivante pour se dire ça y est, là c'est mature, on peut bumper sa prod sur la version majeure suivante. Voilà. Et comme vous le demandez à tort et à cri, comme vous hurlez votre envie qu'on en parle, eh bien oui, on va parler évidemment de la RHEL, la Red Hat Enterprise Linux. Oui, mais alors moi je ne vais pas vous en dire énormément de choses, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens
qui en ont parlé depuis que Red Hat a fait cette annonce. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, Red Hat a décidé de verrouiller un peu plus sa distribution RHEL, donc Red Hat Enterprise Linux, et de la fermer un peu plus, pour différentes raisons que je vais peut-être évoquer juste après. En tout cas, ça va être ma lecture des choses. En tout cas, il y a des gens déjà très compétents qui en ont parlé. Je crois que Yves Rougy a fait un super live sur le sujet. Il en a parlé la semaine dernière. Je n'ai pas encore vu le replay de son live. Donc, je vais regarder ça. Mais bon, pourquoi RHEL, les gens semblent tomber de leur cocotier quand RHEL dit on va fermer un peu plus nos sources et puis on va, si vous voulez, vous concentrer sur tout ce qui est du Red Hat, vous partez sur la comment s'appelle, la CentOS Stream. C'est pas surprenant parce que Red Hat a commencé déjà à faire ce move, j'ai envie de dire, déjà il y a une vingtaine d'années, au début, quand ils sont passés à la Red Hat 6 peut-être, je sais plus exactement, ça doit être ça, 6. Ils ont commencé à verrouiller certaines fonctionnalités qui n'étaient disponibles finalement que pour les versions payantes de Red Hat et plus les versions entre guillemets open source libre. Donc, c'est pas très surprenant, d'autant qu'il y a il y a eu pas mal de forks qui ont été faits sur la Red Hat. Alors, quand on parle des sources d'une distribution, on parle évidemment du code source des logiciels, mais aussi on parle du code source des paquets, donc comment sont impactés les différents paquets logiciels. Et donc Red Hat est en train de refermer tout ça. Je pense pour une très bonne raison, c'est une raison commerciale, c'est qu'il y a quelques forks qui existent, et je pense notamment à Oracle Linux qui est finalement globalement une RHEL quasiment à l'octet près. Et je pense que Red Hat, comme beaucoup de sociétés commerciales, se dit moi je ne vais pas faire mes développements pour qu'une autre entreprise gagne de l'argent sur mon dos parce que c'est moi qui fais le taf. Et c'est l'autre entreprise potentiellement qui vend des licences sans forcément amener un petit peu d'eau au moulin. Donc c'est pas complètement délirant. Merci Nida pour le lien. Ouais. J'ai vu que Yves avait fait une... j'affiche ça. Il avait fait... merde, je suis pas parti sur le bon navigateur. Alors, pardon. Désolé, je vais copier le lien. Hop. Il avait fait un tweet sur le sujet, et je crois qu'il d'ailleurs s'était fighté avec un autre, je sais plus quel, un autre tweetos qui avait plus ou moins repris mot pour mot presque ce qu'il avait dit. Mais bon, peu importe. Je disais donc, Red Hat, je pense qu'il ferme un petit peu tout ça parce que ça me semble assez logique. Red Hat, comme IBM, comme d'autres entreprises, ce sont des boîtes commerciales avec des enjeux commerciaux elles sont cotées en bourse. Ça lui a vu. Elles fournissent un service payant, donc la Red Hat Enterprise Linux, je le rappelle, est une distribution sur laquelle c'est pas le logiciel que l'on paie réellement, c'est le service qu'il y a derrière, c'est-à-dire le support technique qui peut aller jusqu'à plus de 10 ans, le maintien en conditions de sécurité opérationnelle des différentes versions de Red Hat sur plusieurs années, c'est-à-dire je crois que vous pouvez remonter jusqu'à des Red Hat très très vieilles, 5, 6, 7, et vous avez, si vous payez le support, vous avez le support des équipes Red Hat pendant plusieurs années, parce que tout ne bouge pas très vite dans beaucoup d'entreprises. Et donc, je pense que Red Hat se dit, nous, on ne veut pas fournir une enterprise grade, distribution pour que finalement ce soit d'autres entreprises qui ont juste à recompiler les paquets, faire une ISO et relivrer le truc un peu à leur sauce en changeant globalement le splash screen. J'exagère un peu, mais à peine. Donc ça me semble pas complètement déconnant. Moi, pour le coup, là-dessus, ça fait longtemps que j'utilise plus de distribution basée sur Red Hat. Je suis plutôt sur des distributions basées sur Debian. Pour une simple et bonne raison, c'est que la distribution mère, la distribution source, est une distribution qui est totalement libre, qui est gérée pas par une société commerciale, mais par une fondation derrière. Et donc, je pense que ça change beaucoup de choses. Vous savez que j'utilise Linux Mint sur ma machine en tant que desktop, sur mes machines d'ailleurs, en tant que desktop. Alors, Linux Mint est basé sur Ubuntu, qui est basé sur Debian. Et alors, on se dit, oui, mais ça pourrait se produire avec Ubuntu.
La différence, c'est que justement, ce risque a déjà été pris en compte par les développeurs de Linux Mint, et donc ils fournissent une LMDE, donc Linux Mint Debian Edition, qui justement permet de pouvoir retirer toute la couche Ubuntu et donc de pouvoir délivrer une Linux Mint uniquement basée sur Debian. Donc le jour où ça arrive, il n'y aura pas de problème. Rappelez-vous quand Red Hat a décidé d'arrêter de sponsoriser CentOS, etc., et donc de mettre un petit peu en ligne de mire CentOS Stream, bah, ça a posé quand même beaucoup de problèmes à beaucoup d'entreprises. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont un petit peu dans la panade à cause de ça. Et on ne va pas se mentir, derrière, quand votre distribution elle est basée sur une distribution commerciale, bah, du jour au lendemain, bah, tout peut changer. Tout peut changer. C'est exactement... oui, la CentOS Suite est morte prématurément. Ouais, ouais. Et donc, je pense que si vous êtes une entreprise et que vous voulez absolument du RHEL, bah, allez-y, prenez du RHEL. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de mystère. À un moment donné, il faut payer. Il n'y a rien de vraiment gratuit dans la vie. Si vous voulez du support et que vous voulez quelque chose qui est maintenu dans la durée, et que vous avez du Red Hat, mais achetez du Red Hat. De toute façon, à un moment donné, derrière, ce que vous achetez, c'est pas la distribution, je le rappelle, c'est le service que vous avez derrière, le support après-vente, l'accès aux ingénieurs, aux tickets, aux différents tickets techniques que vous pouvez avoir. Là, je ne vais pas payer pour Red Hat, par Red Hat pour dire ça, hein, mais ça me semble assez logique. C'est-à-dire que si vous avez vraiment... votre infrastructure qui est basée sur de la Red Hat avec des choses un petit peu sensibles, bah, à un moment donné, payez le support, quoi. Et donc, si vous voulez, plutôt que de dire oui, moi je prends de la CentOS parce que c'est presque comme Red Hat, et donc, mais au moins je paye pas, bah ouais, mais sauf qu'à un moment donné, il n'y a pas de mystère, hein. Si vous voulez du support et que vous voulez un truc supporté à long terme, maintenu et tout, bah faut aller sur Red Hat. Après, si vous partez sur de l'Oracle Linux, qui est, je le rappelle, est un fork de la RHEL dans les grandes lignes, bah oui, bah même punition, même motif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, j'ai pas du tout regardé comment va réagir finalement Oracle Linux, enfin Oracle avec son Oracle Linux par rapport à ce changement de paradigme. Peut-être ils se basent totalement sur la CentOS Stream, je ne sais plus exactement. Dites-moi si vous savez, mais bah, en tout cas, voilà, vous pouvez pas dire oui, je prends une CentOS et CentOS Stream et puis boum, je mets en prod et ça marche. Sachez que la CentOS Stream, si vous la mettez en prod, soyez très certain que c'est une distribution qui bouge beaucoup plus vite que la RHEL, parce que la CentOS Stream, c'est finalement l'expérimentation c'est les expérimentations, les empaquetages qui sont faits en amont de la RHEL. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des paquets qui sont peut-être parfois incompatibles, peut-être parfois trop récents, etc., etc. Ce que va vous garantir RHEL, c'est qu'il va vous garantir que dans une version majeure d'une distribution, tout fonctionne, et que s'il y a un truc qui ne marche pas, vous appelez le support et vous avez un correctif, etc., etc. Peut-être pas dans la minute, hein, mais... voilà, vous avez du support derrière. Quand vous partez sur une CentOS Stream ou une distribution des dérivés de CentOS Stream, bah, quand il y a un truc qui marche pas, bah, c'est à vous de faire le taf, et bah, tant pis pour vous, quoi. Voilà. Donc, bon, je sais que la semaine dernière, ça fait un petit peu de bruit, cette annonce de Red Hat. Oui, bah, forcément, Rocky Linux est dead depuis un petit moment, ça bouge plus trop. Bon, les autres distributions qui sont basées sur la Red Hat, de toute façon, enfin, je sentais le truc venir déjà depuis un moment, parce que Red Hat, c'est pas la première fois qui verrouillent une partie de leurs sources. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit, en discutant en one-to-one, qui m'avait dit, oui, mais c'est du logiciel libre derrière, si c'est en GPL, ils sont obligés de fournir les sources, etc. Donc, je le rappelle, ce qui ferme, c'est pas l'accès forcément aux sources en tant que telles, parce que les sources des logiciels, vous pouvez les trouver sur le projet GNU, sur GitHub, sur tout ce que vous voulez, etc. Eux, ce qu'ils vont fermer, c'est comment ils empaquetent et comment ils patchent les versions qu'ils vont mettre dans leur RPM. Et c'est ça qui fait toute leur force, parce qu'ils vont vous garantir, comme une Debian en version majeure, on va vous garantir que dans une version, on vous fournit un certain nombre de milliers, de vingtaines, une trentaine, une quarantaine de milliers de paquets qui ont été compilés, qui ont été testés globalement, dont on vous assure qu'ils fonctionnent et qu'ils seront maintenus en conditions de sécurité et opérationnelles pendant longtemps. Voilà, c'est ça le truc. Donc, ce que fait Red Hat là, c'est pas de vous empêcher d'accéder aux sources des logiciels, c'est de ne plus mettre à disposition toutes les versions de paquets, donc les RPM sources, qui permettent donc de builder les RPM binaires et donc de distribuer. Donc, c'est ce que faisait Oracle Linux, hein. Il reprenait les dépôts de sources des RPM, il recompilait tout, il buildait, et puis hop, il générait un ISO avec marqué dessus Oracle Linux. Voilà. Bon.
Voilà pour moi ce que j'en ai à dire là-dessus. Je vous partagerai effectivement quelques liens que j'ai glanés ici et là. Si vous voulez vraiment des choses qui sont vraiment qui vont dans le détail, je pense qu'effectivement, allez voir le live d'Yves. D'Yves Rougy. Moi, je l'ai pas, comme je le disais, je l'ai pas encore vu, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont vu, qui m'ont dit que c'était très bien, il a bien abordé le truc, etc. Donc, allez voir son live. Durant le stream de Yves, tu dis Nida, il était question de la correction des failles de sécu. Red Hat bloque les modifs pour éviter l'utilisation de la faille. Forcément, Rocky, Oracle et Alma n'y ont pas accès. Bah oui, évidemment, mais c'est assez logique. Hein. C'est assez logique. Donc voilà. Enfin, Red Hat, je le rappelle, c'est une boîte commerciale. Donc ils sont dans leur droit de fermer ce truc-là. Et comme demain, Ubuntu sera dans son droit de dire tout d'un coup, bah, fuck les gens, je veux plus qu'il y ait de fork d'Ubuntu. Et puis, bah, tous les sources, les paquets sources qu'on développe, etc., ben, on les garde pour nous, on les produit plus. Et voilà. Et donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà pour ce sujet. J'ai pas grand chose à dire dessus. Moi, en tout cas, ça me gêne pas plus que ça parce que je suis pas utilisateur. Mais voilà, si vous êtes utilisateur, utilisatrice d'une RHEL ou surtout d'une dérivée de RHEL, moi je vous encourage très 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 fortement dans les prochains mois à envisager d'utiliser une autre distribution si vous voulez pas aller donner de l'argent à Red Hat pour avoir accès à une RHEL. Voilà, tout simplement. C'est mon conseil. Alors c'est un conseil à 2 balles, j'en ai pas d'autres. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir contourner le problème. Voilà pour ça. Bah, il est 12h57. Alors déjà, je vais demander à Thierry. Thierry, est-ce que tu streams ce midi? Et si tu streams, on basculera tout à l'heure chez toi. J'en ai plus pour très longtemps. J'ai encore un dernier petit sujet à aborder. Dites-moi dans le chat, ou Thierry, dis-moi dans le chat si tu streams là. Comme ça, je vais essayer de pas trop déborder, pas trop drifter, comme on dit. Donc ce matin, tu streams? Ouais, je termine tranquille, pas de problème. Donc ce matin, je vous ai partagé QR Code Generator. Donc c'est une librairie, une bibliothèque, comme on dit en français, donc qui permet de générer des QR codes dans plusieurs langages, le C, le C++, le Java, le Python et le Rust et le JavaScript. Donc je vous ai partagé ça. Là, je vous en parle là parce que je trouve que c'est une bibliothèque qui est quand même assez intéressante parce que d'une part, elle est multiplateforme, elle est super facile à compiler et super facile à utiliser. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé dans mon taf de dire, ah tiens, j'aimerais bien générer un QR code avec, par exemple, le mot de passe du SSID du hotspot Wi-Fi du coin ou n'importe quoi. Donc, des fois, on passe par des trucs SaaS pour générer des QR codes. Puis parfois, dans le code, on a aussi besoin de générer des QR codes. On a besoin de créer une application qui dit, bah tiens, je génère un QR code, comme ça, tu flashes le truc avec le téléphone, ça te télécharge ton paquet ou ça te renvoie directement vers le site internet qui va bien et tout. Donc, bah moi, j'ai testé cette bibliothèque. Je voulais vous en parler parce qu'elle est vraiment plutôt simple. Donc là, vous voyez, par exemple, à l'écran, moi, je vais me mettre dans la version C++. Vous faites make clean, make avec le make -j, le nombre de CPU que vous avez, et hop, boum, vous avez directement votre bibliothèque qui tient sur 2 fichiers sources, un .cpp et un .h, donc pour la version C++. C'est pareil pour le C. Pour les autres versions, c'est globalement pas grand chose de plus. Ça doit être pour Rust, alors cls./rust ./rust alors /src. Il y a combien de fichiers? Voilà, donc il y a juste un fichier source pour Rust. Donc la bibliothèque, elle a été donc écrite et elle est, en fait, ce ne sont pas des wrappers, elle est vraiment portée dans chacun des langages. Donc c'est plutôt sympa. Elle est donc facilement embeddable, on va dire intégrable dans votre code source. Pour la version C++, bah, par exemple, il suffit simplement je vais faire ça. Hop. Il suffit simplement d'importer dans votre projet qrcodegen.cpp et qrcodegen.hpp. Et puis c'est tout. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Et moi, j'ai pris le fichier de démo, qrcodegenerator.demo.cpp. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. 7 GUI font égale étoile. Je vais agrandir un petit peu le texte pour que vous puissiez voir. On va faire ça.
Voilà, donc il y a plusieurs dans le fichier de démo. Moi, je l'ai un peu modifié tout à l'heure, juste pour faire mon test à moi. Vous avez plusieurs exemples qui sont donnés, comment générer un QR code basique, comment générer un QR code avec plusieurs segments dedans. Vous pouvez générer des QR codes avec différents niveaux de correction ECC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, ça suit, j'ai regardé, ça suit le standard QR code d'assez près, pour le coup. Donc ça permet de générer du QR code de façon relativement fiable et puis de pouvoir jouer sur les différents paramètres. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une bibliothèque plutôt pas mal. Et donc là, j'ai fait mon test. J'ai créé un segment avec, j'ai créé un QR code avec https twitch.tv/ponceto91 et je fais print QR et ce qui me l'affiche sur la console, print QR, hein, qui fait simplement ça. Moi, j'ai remplacé juste les caractères qu'ils affichaient, je crois que c'était des étoiles ou des dièses pour pouvoir afficher sur le terminal. J'ai remplacé ça par des emojis et hop, et ça marche parfaitement bien. Voilà, hop, je reviens là. Donc voici, si vous flashez mon QR code qui va apparaître à l'instant à l'écran. Ça m'a peu de temps compliqué parce que ma machine est chargée. Voilà, donc si vous flashez ce QR code là, vous arrivez directement sur ma page Twitch. Donc c'est vraiment super facile à utiliser. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ça génère tous les QR codes à peu près dans tous les formats. Vous pouvez faire des gros, des petits, vous pouvez changer le CC, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc c'est pas mal. Moi, je me le mets de côté parce que j'en ai déjà eu besoin et je sais que je vais le réutiliser dans pas longtemps. Donc voilà, je voulais vous parler de cette bibliothèque parce que je la trouve vraiment pas mal. Elle est plutôt bien écrite, puis elle est disponible dans plein de langages. Et dans les différents langages, c'est pas juste un simple wrapper au-dessus d'une version C ou C++, c'est vraiment réécrit dans le langage qui va bien. Et sur le site de cette bibliothèque, vous pouvez aussi directement tester la bibliothèque puisqu'ils ont fait un formulaire dans lequel vous pouvez https://twitch.tv/ponceto91 et hop, directement ça vous génère en temps réel votre QR code sur lequel vous pouvez changer les différents paramètres en changeant la taille de la bordure, en changeant la taille des pixels, le type de correction d'erreur, voilà, par exemple en mettant en high, vous pouvez changer les couleurs, enfin vous pouvez faire plein de trucs. Allez voir, le code est disponible, donc c'est quand même super pratique quand vous faites du développement web, par exemple, vous avez besoin de générer des QR codes, cette bibliothèque, elle est toute bienvenue pour pouvoir le faire. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Nida? Tu dis, alors, il y a une news qui vient de tomber chez Phoronix. Alors, je vais regarder ça. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Phoronix sur le kernel 6.4, release for stripping out possible binary blob dependencies. Ouais, ça c'est des trucs qui traînent depuis un peu longtemps, de se séparer de quelques blobs binaires. Ouais. Ça c'est... Bon, sachant que c'est des choses qui sont déjà faites plus ou moins dans pas mal de distributions, dans Debian, notamment la dernière Debian 12, il y a un certain nombre de blobs binaires qui sont partis dans un non-free firmware, et donc qui n'est pas inclus par défaut, par exemple. Voilà. Donc, alors toi, Bellegarde du Nord, tu mets dommage qu'elle ne fait pas de barcode. Bah écoute, je pense qu'il existe des librairies qui font ça très bien, générer des barcodes. La QR Generator, elle se contente effectivement de générer des QR codes comme son nom l'indique. C'est pas une librairie, bibliothèque généraliste qui fait tous les types de codes barres possibles et imaginables parce qu'il en existe vraiment des paquets. Pour travailler dans l'industrie, je peux vous dire qu'il existe des paquets de variantes de code barres à une dimension, deux dimensions, etc. À deux dimensions, le QR code, c'est celui qui est le plus généralisé, mais il en existe d'autres types de formats qui sont des codes barres à deux dimensions, mais pas QR, voilà, pour le coup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des news pour aujourd'hui et pour cette semaine. Donc je le rappelle, moi à la fin de la semaine je serai à Sunitech, donc pour celles et ceux qui y seront, ce sera avec grand plaisir de vous retrouver là-bas. Donc j'y donnerai donc 2 talks, un talk sur l'AGC, l'ordinateur des missions Apollo, donc avec Romain Berton, et mon autre talk sur comment créer une machine virtuelle avec compilation de JIT intégrée pour les nuls. Donc ça vient de tomber, donc ça c'est cool. Je suis très content de pouvoir aller donner ces 2 talks là-bas. Bon, on a fait le tour. Et puis, moi, je vais essayer d'enquêter de pourquoi ça lag sur ma machine, pourquoi ma machine est aussi chargée que ça.
Là, vous l'entendez peut-être pas, mais elle est en train de souffler tout ce qu'elle peut, cette machine. Elle souffle, elle souffle, elle souffle. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle est vraiment chargée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vient vraiment de la dernière version de nos amis, euh, d'OBS. Voilà. Bon. Bah, en tout cas, je crois qu'on va s'arrêter là. On va aller faire un petit raid chez l'ami Titi Moby, hein, parce que Titi Moby, il va nous attendre, le garçon, j'ai envie de dire. Hein. Donc, bah, merci à toutes et à tous. Ouais, j'envoie ça. On va basculer chez toi, Thierry, dans un instant. Donc, je vais créer mon petit raid des familles. Allez, /raid Titi Mobile. Titi. Putain, je sais même plus écrire, moi. Raid Titi Moby. Voilà, le raid est créé, donc on va bientôt y aller. Voilà, il est en train de compter les raiders, là, voilà, 21 raiders. Bah, merci à toutes et à tous. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Normalement, je devrais streamer la semaine prochaine aussi, hein, donc si tout se passe bien. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis au revoir, passez une bonne semaine, soyez sages. On se retrouve sur les différents lives des uns et des autres. Et puis, bah, on part chez l'ami Thierry. Allez, ciao, ciao, ciao. Si j'arrive. Ah, lancer un raid maintenant. Ah, j'y arrive plus. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est parti. Voilà.